Donc, bienvenue à ce webinaire sur de l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux expériences montréalaises des pôles logistiques alimentaires. Donc, le webinaire est une activité de l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire qui est une initiative supportée par le Conseil du système alimentaire montréalais. Et ce webinaire-ci est présenté en collaboration avec la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM, Récolte, et puis Concertation en développement social de Verdun. Laura, j'aime bien que tu actives les slides, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux que je prenne le contrôle des slides? S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, moi je peux le faire aussi. Cool. Donc, qu'est-ce que l'espace cuisine? Pour rappel, l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire, c'est vraiment un espace de partage qui vise à rassembler les gens qui travaillent en sécurité alimentaire pour les Montréalaises et Montréalais, afin qu'on puisse partager nos outils, les bonnes pratiques et les leçons apprises des différents projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires, particulièrement les besoins alimentaires des plus vulnérables. Donc, on veut vraiment partager la compréhension des différents concepts et enjeux liés à la sécurité alimentaire. On veut mettre de l'avant et promouvoir les approches les plus porteuses qui sont mises en œuvre à Montréal, par exemple des pôles logistiques alimentaires. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire et on veut harmoniser le travail qui est réalisé en sécurité alimentaire, notamment en clarifiant le rôle de chacun, que ce soit les acteurs locaux avec les acteurs régionaux, puis vraiment que tout le monde ait une meilleure compréhension de l'écosystème. Prochaine slide. Donc, aujourd'hui, on parle de pôle logistique alimentaire. Dans un premier temps, on va parler du concept de pôle logistique alimentaire. Donc, ça va être avec nos collègues de la chaire sur la transition écologique de l'UQAM qu'on va un peu explorer ces concepts-là. Ensuite, il va y avoir le projet Salim de Récolte qui va être exposé. On va explorer plus en profondeur une initiative locale de pôle logistique alimentaire avec nos collègues de Verdun. Et puis, il va y avoir le 20 minutes participatif où est-ce qu'on va parler un peu de l'émergence des pôles alimentaires à Montréal, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que vous faites, puis on va vous poser quelques questions pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui est possible de faire pour la suite des choses. Donc, sans plus tarder, on va avoir nos collègues de la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM qui, donc, vont nous parler de qu'entend-on par un pôle logistique alimentaire. Et c'est Éliane Brisebois, qui est coordonnatrice de la chaire de recherche et agente de recherche, ainsi que Andréane Rouleau, qui est bachelière en nutrition et candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement. Mesdames, la parole est à vous et merci beaucoup pour votre collaboration. Merci, Erika. Bonjour tout le monde, les gens qui me connaissent et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Laura, tu peux mettre l'autre slide. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'un travail qu'on a réalisé dans le cadre de notre partenariat avec Montréal en commun et avec Récolte, mais on va vous parler des détails de Montréal en commun dans la prochaine présentation. Donc, nous, la chaire de recherche, dans le cadre de Montréal en commun, on accompagne vraiment les partenaires, on fait du transfert de connaissances parce que notre travail dans la vie, c'est de faire des recherches et de transférer les connaissances qu'on produit. Puis, on fait aussi l'animation d'une démarche collaborative d'évaluation. Donc, l'été dernier, on a commencé tout de suite à réfléchir avec Récolte aux enjeux des pôles alimentaires. Mais la chaire de recherche, ça fait plusieurs années que les chercheurs qu'on réfléchit, qu'on étudie ces genres d'initiatives-là au Québec, particulièrement à Montréal, mais aussi on regarde ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde. Donc, notre cahier de recherche, il s'intitule « Freins et leviers du déploiement des pôles alimentaires », puis il se trouve sur notre site web. Je crois qu'Erika vous partagera le lien. Moi, j'ai mis le lien ici, mais toutes les ressources vont être partagées à la fin. Donc, brièvement, nous, on va parler, c'est quoi un pôle alimentaire, c'est quoi les différentes caractéristiques, parce que vous allez voir que ce n'est pas un concept, disons, unidimensionnel. Puis, on va vous parler des freins et leviers du déploiement des pôles alimentaires. Donc, je passe la parole à ma collègue Andréane. Merci beaucoup, Eliane. Je pensais tout d'abord commencer par la définition, en fait, de définir c'est quoi un pôle logistique alimentaire.
La première chose qu'on constate dans la littérature, c'est qu'il y a vraiment une multitude de définitions. Là, je vous présente aujourd'hui celle de James Barham, qui est chercheur au USDA, parce que c'est la définition qui revient le plus souvent dans la littérature, puis c'est aussi celle qui, selon moi, est la plus juste. Donc, on parle ici d'une installation centrale avec une structure de gestion qui vise à faciliter l'agrégation, l'entreposage, la distribution et le marketing d'aliments produits localement. On peut voir dans le schéma juste en bas ici que, dans le fond, les pôles alimentaires, c'est une infrastructure physique qui vient se placer en tant qu'intermédiaire direct entre les producteurs et les différents types d'acheteurs. L'idée de base, c'est vraiment de rassembler des aliments produits dans des petites et moyennes fermes locales qui, autrement, dans le fond, les fermes n'auraient pas la quantité ou la variété adéquate pour s'imposer dans le marché. Puis ensuite, de redistribuer ça à différents types d'acheteurs, donc des marchés, des épiceries, des institutions comme des écoles ou des hôpitaux, des restaurants, des consommateurs, etc. Par contre, ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir dans la littérature. Mais je réalise qu'en réalité, le modèle est beaucoup plus large que ça. Il y a maintenant des pôles alimentaires qui font leur approvisionnement à partir d'invendus dans les épiceries ou qui font leur distribution dans des organismes communautaires, par exemple. Donc, on voit bien que les partenaires, autant en amont qu'en aval des pôles alimentaires, peuvent varier beaucoup, mais le principe reste vraiment toujours le même. C'est en agrégeant et en distribuant des aliments locaux ou invendus que les pôles alimentaires viennent répondre à une problématique de logistique dans l'approvisionnement par l'optimisation des processus de distribution. Tu peux changer de slide, s'il te plaît. Donc, bien sûr, outre le fait d'agréger et de distribuer des aliments locaux, les pôles alimentaires peuvent remplir une multitude de fonctions. On voit ici des exemples, la production, la transformation, la vente de produits directs. L'idée étant toujours de rendre accessibles des aliments locaux, de prêter main forte à des agriculteurs du coin et de créer un mouvement plus fort entourant l'alimentation locale. Dans mes lectures, j'ai eu la chance de prendre connaissance de projets qui sont nés dans des pôles alimentaires qui ont vraiment su donner un coup de pouce à des gens de la communauté. Par exemple, il y a un pôle alimentaire dans le Michigan aux États-Unis qui a aidé une microbrasserie à partir son entreprise en rendant disponibles des locaux pour fabriquer, embouteiller leur bière. Cette aide-là, ça leur a vraiment permis de démarrer sans nécessairement avoir des gros coûts d'infrastructure dès le départ. Sinon, un petit peu plus localement, il y a le pôle agroalimentaire de Lobinière qui, eux aussi, ont des espaces d'entreposage et de transformation qui sont alloués pour ceux qui en ont besoin. Dans plusieurs autres cas, non, tu es resté. Dans plusieurs autres cas, sinon, il y a des initiatives d'agriculture urbaine qui sont nées à même le terrain du pôle. Et il y en a même qui en ont profité pour mettre en place des ateliers d'éducation, de jardinage ou des cuisines collectives. Dans le fond, ce que je remarque, c'est que chaque pôle alimentaire est unique parce qu'il est vraiment représentatif de la communauté dans laquelle il s'insère, puis tout simplement de son contexte d'implantation. Tu peux changer, s'il te plaît. Donc, pour continuer avec les caractéristiques principales des pôles, c'est vraiment des valeurs sociales, environnementales qui représentent ce type d'organisation-là. D'ailleurs, c'est des gens souvent de la communauté, donc des citoyens, des agriculteurs, des organismes communautaires qui décident de démarrer ces projets-là. Et ils choisissent souvent de se former en tant que coop ou d'OBNL, comme vous pouvez voir là en bleu, en orange sur le diagramme. Et ça, ce que ça reflète, en fait, c'est que autant les producteurs que les acheteurs sont vus non pas comme des outils, mais plus comme des partenaires de valeur au sein de l'organisation. Sinon, plutôt, je vous disais que les pôles, dans le fond, s'approvisionnent de manière locale. Le rayon d'approvisionnement des pôles qui ont été étudiés était de 25 à 250 km de la ville. Ça peut sembler beaucoup vite comme ça, mais quand on sait que le chemin qui est parcouru habituellement de la fourche à l'assiette est de 2500 km, on voit vraiment comment les pôles se distinguent des grands distributeurs conventionnels. On peut changer de slide. Concernant les besoins matériels, on parle habituellement d'une infrastructure physique, de véhicules de livraison et d'un logiciel de gestion d'inventaire. Premièrement, presque tous les cas étudiés, dans le fond, dans presque tous les cas étudiés, le projet nécessitait l'achat d'un entrepôt, sauf dans le cas où la livraison se faisait directement après la cueillette chez le producteur. Typiquement, la bâtisse contient un espace d'entreposage pour les aliments secs, des chambres froides, réfrigérées, congelées.
des espaces à louer aussi, comme je vous parlais un petit peu plus tôt puis des bureaux administratifs. Un fait intéressant aussi, c'est qu'il y a certains qui font le choix de partager leurs locaux avec d'autres organisations, des banques alimentaires, par exemple, afin de diminuer les coûts d'infrastructure. Pour ce qui est de la distribution, bien évidemment, les pôles ont besoin de camions de livraison. Dans tous les cas qui ont été étudiés, c'était des camions qui étaient réfrigérés parce que c'est vraiment principalement des aliments frais qui sont distribués. Et encore là, il y en a qui font le choix de faire la location à chaque livraison de camions de livraison là, pour éviter des coûts d'achat dès l'implantation. Pour ce qui est des logiciels de gestion d'inventaire, Eliane va vous détailler un petit peu plus ça plus tard, mais ça a été démontré comme quoi que c'était un facteur important dans la réduction des coûts liés à la gestion des opérations dans l'entreprise. Je vous ai mis ici quelques exemples dans l'encadré de ces logiciels-là. Ceux qui sont en gras, c'est vraiment ceux qui revenaient le plus souvent dans les publications. On peut changer de slide. Par rapport au contexte d'émergence, on sait que le soutien des politiques publiques, le soutien de la population et surtout le soutien financier caractérise la facilité avec laquelle le pôle va s'implanter. Premièrement, bien, les politiques publiques porteuses de valeurs sociales et environnementales peuvent constituer un facteur facilitant pour l'implantation et le fonctionnement des pôles. Par exemple, il y a un des cas qu'on a étudié en Italie qui est né d'une politique en fait qui visait à diminuer le trafic lié à la livraison de marchandises dans la ville. Sinon, dans un autre cas, c'était une politique institutionnelle dans des hôpitaux qui voulait favoriser l'approvisionnement local d'aliments. Donc, vraiment, ça a facilité l'implantation. On voit aussi que les projets s'implantent plus facilement dans des communautés qui supportent déjà beaucoup l'alimentation locale parce que ça crée un climat qui est déjà favorable dès le départ. Puis finalement, comme je disais, l'obtention de subventions semble vraiment très souvent essentielle pour le démarrage de ce type de projet-là. Sur les 22 cas qu'on a étudiés de pôle alimentaire, bien, il y en a 21 qui ont eu besoin d'une subvention pour démarrer leur initiative. Tu peux passer à l'autre slide. Finalement, bien, le maintien des activités en hiver, ça c'est un défi en fait dont beaucoup d'articles font la mention. Parce qu'évidemment, les clients des pôles alimentaires ont des besoins d'approvisionnement qui durent toute l'année, mais les producteurs, spécialement au Québec, ne peuvent pas s'engager à faire ça. Donc, les gestionnaires des pôles, ils répondent à ce défi-là de différentes façons. Il y en a, premièrement, qui disent devoir périodiquement importer des aliments pour pouvoir continuer la distribution. Il y en a d'autres qui mentionnent tout simplement vivre des subventions en hiver. Puis sinon, bien, dans le Wisconsin, aux États-Unis, il y a un pôle alimentaire, le Fifth Season Food Hub, qui a eu une idée super originale, en fait, de créer une marque de commerce, le Fifth Season, de produits qui sont transformés, donc congelés, mis en conserve et tout, pour approvisionner les épiceries du coin durant l'hiver. Donc, il y a vraiment quelques solutions, dans le fond, pour répondre à ce type de défi-là. Je vous laisse maintenant avec Eliane là, qui va vous partager les freins et les leviers au déploiement des pôles alimentaires. Merci, Andréane. Je me rends compte que je suis allée un peu trop vite au début. J'ai oublié de dire un détail essentiel, c'est que notre cahier de recherche est basé sur une revue de littérature, vous avez sûrement compris. Puis cette revue de littérature-là recensait 22 cas de pôles alimentaires. Donc, on est vraiment allé voir qu'est-ce que la littérature nous apprend, nous dit, nous montre sur les pôles alimentaires. Et donc, on disait qu'il y avait 22 cas qui ont été étudiés. De ces cas-là, la plupart sont aux États-Unis. Il y en a quelques-uns en Europe. Et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au Canada, qu'il n'y en a pas ailleurs dans le monde. C'est juste que ceux qui sont étudiés, ben, ils se trouvent c'est ça, aux États-Unis et en Europe. Donc, ben, nous, on espère justement apporter notre pierre à l'édifice de la littérature scientifique. Donc, aussi, beaucoup des cas qui avaient été étudiés étaient liés à des pôles d'agriculteurs, donc beaucoup de travail avec les producteurs. Donc, c'est ça qui peut un peu teinter nos résultats, mais je pense que l'ensemble des données qu'on vous présente peut clairement peut clairement nous informer sur tous les types de pôles, parce que les enjeux qui sont rencontrés, je pense que c'est peu importe qu'on fasse affaire à des producteurs ou qu'on fasse affaire avec de la récupération, il y a quand même des enjeux logistiques qui sont communs. Donc, je ferme ma parenthèse. Donc, il y a beaucoup d'éléments, donc les freins et leviers, on les a déjà abordés, mais ça va être la conclusion, la petite synthèse.
Donc, les leviers, il y en a qui concernent les opérations. Donc, quand il y a de l'expertise, une expérience en distribution alimentaire, particulièrement dans les postes de gestion, là, donc les personnes plus haut placées dans le pôle, clairement, ça représente un levier. Parce que quand on réussit à garder nos employés, on réussit à garder nos compétences puis à préserver un fonctionnement. Donc, c'est bien de s'appuyer sur une certaine forme de bénévolat, mais il faut qu'à la base, on ait des qualifications et il faut tout faire en sorte pour les garder en place. Dans ce même ordre d'idée-là, je vous parlais il y a le roulement de personnel qu'on essaie d'éviter pour justement garder nos compétences, mais aussi pour garder la bonne santé de nos relations partenariales, parce que si c'est toujours des gens qui changent, des employés qui changent, c'est dur de garder il faut toujours refaire les relations finalement. Et comme les pôles dépendent beaucoup des partenaires, ben, c'est un élément clé. Un autre levier, c'est l'utilisation d'une plateforme informatique adéquate. On l'a déjà mentionné. C'est important parce que ça permet une bonne gestion d'inventaire, mais ça permet aussi d'être capable de venir des tendances. Donc, est-ce qu'on peut prévoir des ruptures de stock? Est-ce qu'on peut voir les commandes de nos partenaires en aval? Est-ce qu'il va y avoir une plus grosse demande, etc. Donc, la plateforme permet tout ça. Donc, c'est très important. Puis, on l'a vu, le maintien des activités en hiver, on s'entend, si notre pôle peut rouler toute l'année, c'est vraiment un plus. Les facteurs contextuels, on les a également abordés. Clairement, le soutien politique est important. La littérature montrait que dans les cas où les autorités publiques étaient impliquées, ça a été déterminant dans le succès des pôles. Puis, bien entendu, les subventions, malheureusement, dans le contexte actuel, elles sont essentielles. Donc, prochaine slide. On va terminer avec les freins. Les freins, ils concernent la gestion des opérations. Donc, c'est évident, s'il y a un problème de gestion des opérations, ça peut entraîner des difficultés sur l'ensemble des activités du pôle. Justement, la littérature montrait que les pôles qui n'avaient pas eu recours à des plateformes numériques de gestion des inventaires avaient connu de grands problèmes de gestion des opérations. Il y a le nombre de partenaires qui peut représenter une source de complications. Donc, d'un côté, quand on a trop de partenaires, ça complexifie les opérations puis ça demande plus de ressources. Mais quand on n'en a pas assez, bien, le pôle n'est pas nécessairement en mesure de répondre à une rupture de stock ou d'avoir une offre diversifiée. Il y a la gestion financière de l'organisation qui peut aussi représenter un frein, un défi. Débuter avec trop peu de financement, ça peut mettre en péril les activités du pôle et la santé financière du pôle à moyen et long terme. Il y a un exemple aux États-Unis qui nous montrait qu'il y avait un pôle qui avait débuté ses activités avec un trop faible financement. Ça a fait en sorte qu'ils ont engagé trop peu de personnes et puis qu'ils ont acheté des équipements de seconde main qui étaient de piètre qualité. Donc, finalement, après quelques mois, il y a eu plusieurs burn-out, il y a eu des équipements qui ont brisé, puis il n'y avait pas de liquidité pour réparer ces équipements-là. Donc, le fonds de base là, est super important. Puis, toujours en ce qui a trait à la gestion financière, quand, par exemple, on fait affaire avec des producteurs, c'est important que dès le départ, on réfléchisse bien au pourcentage des profits qui sont remis aux producteurs. Ça peut être dur à déterminer. Puis, justement, des fois, on peut en donner trop, on peut en donner pas assez. Puis, encore une fois, ça peut mettre en péril la santé financière du pôle alimentaire. Bien entendu, ça, on l'a entendu dans plein de contextes, la dépendance à une ou plusieurs personnes, c'est jamais une chose. Il faut que le succès, dans le fond, le succès dépend de la synergie entre les personnes. S'il y a une personne, une tête forte qui portait tout le projet sur ses épaules et qui quitte, il y a des risques que le projet s'effondre, puis on a vu des exemples aussi. Puis enfin, il y a des facteurs contextuels qui sont difficilement contrôlables et qui peuvent compliquer les opérations. Il y a des textes qui montraient que, par exemple, la crise économique de 2008 aux États-Unis avait sonné la fin de quelques pôles alimentaires. Quand on travaille dans un contexte avec les producteurs, il peut y avoir des problèmes climatiques, des intempéries qui vont vraiment affecter les récoltes. Donc, conséquemment, ça va affecter les stocks qui transigent vers le pôle alimentaire. Puis je pense que dans les prochaines années, on va pouvoir voir comment la pandémie, qui est un contexte difficilement contrôlable, va avoir compliqué les opérations des pôles alimentaires.
Donc, c'est tout pour nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions à la fin. Merci beaucoup, Eliane et Andréane, pour ça. C'est une super présentation. On a eu quelques commentaires, puis je vous les nomme pour que vous les gardiez en tête, là. On a Tonia Mori qui dit que le pôle sur lequel il travaille est mobile, donc on pourra y revenir à la fin sur ce genre d'approche-là. On a, juste pour tout le monde, là, il y a eu le lien qui a été posté dans le chat sur l'étude au complet. Puis, je vais me permettre de vous poser une question qui est en lien avec l'étude justement, qui était quels étaient les critères de sélection des pôles étudiés. En fait, il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent déjà qui ont des études de cas sur les pôles alimentaires. Donc, vraiment, on essayait d'avoir le plus de cas possible. Donc, c'était vraiment, nos critères de sélection, c'était vraiment comme les pôles alimentaires, ceux qui répondent à la définition, dans le fond, des pôles alimentaires. Puis, on essayait d'avoir le plus de cas possible pour avoir le plus d'informations possible. Et parce que je suis trop curieuse et que j'aime ça donner la parole à tout le monde, il y a Bao qui demande est-ce que les pôles alimentaires étudiés desservaient particulièrement des zones de désert alimentaire? Si oui, en quoi sont-ils différents des autres pôles? Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à ça en quelques minutes. C'est une bonne question, sauf que malheureusement, ce n'était pas mentionné dans les articles. Donc, je peux pas répondre à la question. Peut-être, Eliane, tu as plus de détails. C'était pas mentionné dans les articles. Je sais, moi non plus, je peux pas répondre, mais on a quand même remarqué que les pôles étaient beaucoup, comment dire, c'était pas seulement des pôles pour répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire, là. Il y en avait beaucoup que c'était pour répondre justement à ceux qui veulent vraiment plus approvisionner leur ville localement. Là. Il n'y avait pas toujours des visées de justement lutte contre l'insécurité alimentaire et de répondre à des problématiques de désert alimentaire, mais il y en avait que oui aussi. Fait que c'était mixte, mais là, on n'a pas les informations pour comparer ces différents, disons, publics-là. Là. Pas de problème. Donc, il y a Judith de Récolte qui pose une question, mais c'est une question qui est tellement en lien avec notre animation à la fin sur la pérennisation des pôles qu'on va y revenir. Je la prends en bonne note, puis on va y revenir plus tard. Donc, on va passer à d'autres présentations qui met de l'avant nos collègues du Salim chez Récolte, justement. Donc, on va avoir Laura Frouin, qui est chargée des communications chez Récolte, et Julie Sage, qui est responsable du projet pilote de l'Ouest de l'île chez Récolte, qui vont nous présenter le Salim de Montréal en commun. Et Laura, merci pour tout ce que tu as fait pour ce webinaire. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup, Erika. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter avec ma collègue Julie le projet Salim. Vous en avez peut-être entendu parler par-ci, par-là. Mais d'abord, on voulait revenir rapidement sur la mise en contexte, puisque Salim, en fait, le Salim, c'est un projet de Montréal en commun qui est porté par Récolte. Et Montréal en commun, en fait, c'est le nom du chapitre montréalais du défi des villes intelligentes. Donc, juste pour un très rapide historique, le défi des villes intelligentes, c'est un concours d'infrastructure Canada qui s'est passé à travers le Canada et qui proposait en fait aux différentes villes d'adopter l'approche des villes intelligentes pour améliorer les services aux citoyens. Donc, Montréal a posé sa candidature et en 2019, elle l'a remportée. Et donc, le défi des villes intelligentes est devenu Montréal en commun, qui est une communauté d'innovation, en fait, constituée de différents projets portés par différents porteurs sur trois volets principaux. D'abord, le volet alimentation, où se retrouve le Salim porté par Récolte, mais où se retrouve également le projet de serre urbaine porté par AULab, la carte de proximité portée par le Carrefour alimentaire Centre-Sud, ou encore la plateforme de mutualisation de cuisine portée par la Cantine pour tous, et la chère Eliane qui est là aussi on va dire, parallèle pour travailler sur l'évaluation des données. Il y a aussi un volet mobilité, où là, on retrouve par exemple Solon qui travaille sur la mobilité de quartier, et aussi en réglementation municipale, où on travaille sur la gestion de gouvernance des données, notamment avec Nord Ouvert. Il y a d'autres
porteurs de projets, mais en tout cas, j'en ai cité quelques exemples. Donc nous, le Salim, en fait, on s'inscrit dans cette communauté-là avec différents partenaires pour travailler à la construction d'un système alimentaire local et intégré. Et je vais laisser la parole dans une petite vidéo à Judith qui représente bien, en fait, en 2 minutes ce que fait le Salim. Puis on se retrouve juste après pour continuer d'en parler. Alors, je fais le test. Je recommence là. Est-ce que vous m'entendez ? Montréal en commun, c'est une communauté d'innovation qui travaille sur 13 projets pour repenser la ville à l'échelle humaine, du quartier et de la métropole. À Montréal, il y a 1 personne sur 10 qui a du mal à se nourrir adéquatement. Pendant la pandémie, c'est monté même à une proportion de 1 personne sur 4. C'est une urgence qui est incarnée en ce moment par un grand réseau d'organismes communautaires qui œuvrent partout sur le territoire pour offrir des services alimentaires de qualité et de première ligne. Ces organismes-là souhaiteraient être capables de s'approvisionner plus facilement en aliments locaux et frais, mais rencontrent des difficultés pour le faire, comme par exemple manque d'infrastructures, de stockage, de capacité de transport. Parallèlement à ça, il y a des fermes tout autour de Montréal et même ici même à Montréal qui ont la capacité de produire davantage, mais qui eux aussi rencontrent des problèmes d'entreposage, de conditionnement, de transformation pour être capables de desservir des nouveaux marchés. Donc, ce que le Salim veut faire, c'est justement de bâtir des ponts entre ces 2 réalités-là pour être capable, en fait, de mieux acheminer, entreposer, transformer et redistribuer des aliments frais et locaux à la population. Notre vision, c'est de développer un réseau de pôles logistiques alimentaires, comme par exemple des espaces partagés, des équipements partagés ou mutualisés, pour être capable de desservir mieux les organismes communautaires, mais aussi, pourquoi pas, les hôpitaux, les écoles aussi. En fait, la crise sanitaire a mis en évidence plusieurs fragilités de nos systèmes alimentaires actuels. Dans le fond, le projet Salim, en mettant sur pied des circuits d'approvisionnement de proximité, on vient soutenir à la fois les organismes communautaires et les entreprises locales, ce qui nous permet, en fait, à la fois de participer à la relance économique, mais aussi à la justice sociale. Donc, on fait d'une pierre 2 coups. Super. Alors, je reviens sur ma présentation très rapidement. Hop, voilà. Donc, comme vous l'a parfaitement présenté Judith dans cette vidéo, en fait, la mission du Salim, c'est de renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires en aliments sains et issus d'une agriculture de proximité, et parallèlement, en fait, travailler à améliorer l'accès au marché des producteurs locaux. Et pour ça, en fait, nous, on essaye, c'est une de nos hypothèses en fait, c'est que la mise en place d'infrastructures physiques et numériques, et notamment les pôles logistiques alimentaires, va permettre de répondre à ces 2 besoins-là. Donc, comment est-ce qu'on travaille très concrètement? Aujourd'hui, en fait, on se penche particulièrement sur 2 projets pilotes pour essayer en fait de tester la mise en place de ces pôles logistiques alimentaires-là. Donc, il y a un projet pilote qui se fait du côté de l'ouest de l'île, puis Julie va vous en parler un petit peu plus en détail, mais ici, on essaye de regarder si cette structure, ce pôle logistique alimentaire, peut répondre aux besoins de stockage des producteurs de l'ouest de l'île. Et parallèlement, on a une autre équipe dans le Salim qui travaille en fait à une étude d'opportunité d'un pôle de quartier dans le Grand Sud-Ouest. Puis certains d'entre vous les ont certainement rencontrés. Elsa, Alix et Liam sondent les besoins en fait là des organismes communautaires de ce grand quartier de Montréal pour savoir s'il y a des besoins d'entreposage, s'il y a des besoins de mutualisation d'achat, mutualisation de camions ou de livraison, et s'il y a une opportunité de créer un pôle de quartier dans le Sud-Ouest. Donc là, ils en sont à la phase d'analyse des besoins. Et la suite, c'est de déterminer s'il y a l'opportunité de créer un projet pilote. En fait, notre approche avec le Salim, c'est vraiment d'essayer de tester des solutions collectives innovantes, ici des pôles logistiques alimentaires, les tester dans un quartier, dans un espace, pour pouvoir en fait partager les apprentissages à l'écosystème, essayer de débroussailler un peu cette solution que pourrait être un pôle alimentaire, voir si ça marche et voir comment ça peut marcher, sous quelles conditions. Et puis, dans l'objectif en fait de pouvoir répliquer ces solutions si elles marchent. Si elles ne marchent pas, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, essayer de
de trouver les leviers en fait au blocage, et puis finalement en fait d'accompagner d'autres projets collectifs qui auraient ces mêmes intentions par la suite. Je laisse sans plus tarder la parole à Julie pour nous faire une présentation plus précise du projet pilote dans l'ouest de l'île. Merci Laura. J'ai un message comme quoi ma connexion internet est instable, donc si jamais vous ne m'entendez pas, dites-le moi. Laura, je compte sur toi, puis je couperai la caméra. Donc assez rapidement, en fait, on pensait intéressant justement de vous faire un petit zoom sur ce qui est en train de se passer dans l'ouest de l'île, qui est donc une étude de faisabilité qui vise en fait à répondre à l'un des objectifs du Salim que vous a présenté Laura, qui est comment faciliter la mise en marché pour les producteurs, là en l'occurrence les producteurs de l'ouest de l'île. Pour vous caractériser la zone assez rapidement, il s'agit principalement de producteurs maraîchers avec quand même un bon nombre d'entre eux qui sont certifiés bio. Alors, donc, l'idée de cette étude, c'est commencer par une collecte et une analyse des besoins qui sont expérimentés par les producteurs de la zone, voir en fait s'il y a des points communs, des besoins qui soient collectifs. Et bien évidemment, la zone que vous voyez, elle est en grande partie sur les terres de la ville de Montréal et gérée par le service des grands parcs. Donc on travaille également avec eux. Et puis il y a toutes les autres instances qui interagissent de manière directe ou indirecte, comme l'Union des producteurs agricoles, le MAPAC, et puis la CMM, donc plus au niveau métropolitain. Bien évidemment, cette étude de faisabilité, elle teste l'hypothèse qu'un pôle logistique alimentaire pourrait répondre aux besoins des producteurs. Donc, c'est un peu la conclusion auquel on souhaiterait aboutir avec des scénarios de si effectivement ça peut répondre aux besoins, alors quelle serait la forme de ce pôle alimentaire et les fonctions qu'il pourrait avoir. Laura, si tu veux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Et je pensais intéressant justement aussi parce que parmi vous, il y a des organismes communautaires, de faire un peu la distinction entre les retombées auxquelles on pense, dans un scénario idéal, bien sûr, à la fois pour les producteurs qui sont dans une zone d'agriculture périurbaine, en fait, sur l'île de Montréal, et à la fois pour les approvisionnements, que ce soit pour les organismes communautaires, mettons les institutions telles que les hôpitaux, par exemple, ou encore les détaillants, comme l'expliquait Judith dans la vidéo du Salim. Donc, d'un point de vue production périurbaine, l'idée de ce pôle alimentaire serait bien évidemment d'accroître la capacité d'entreposage et de transformation primaire, c'est-à-dire lavage, emballage, étiquetage, préparation en fait, du produit avant la livraison. Et plus généralement, en fait, autoriser un gain d'efficience pour ces producteurs, c'est-à-dire avec une structure comme un pôle alimentaire où certains des équipements et même de l'infrastructure de manière générale est partagé, on peut externaliser les coûts et également allouer les ressources, qu'elles soient financières ou ressources humaines, par exemple, de manière plus judicieuse. Dans cette zone, en fait, il y a plusieurs producteurs qui ont des plans de développement mettons, sur 5 ans, qui sont difficiles étant donné le contexte actuel. Donc, l'idée d'implanter un pôle, c'est aussi de leur permettre de réaliser leur plan d'action sur ces 5 années. Entre autres, remettre en culture certaines des terres en jachère qui sont sur la zone, mais également éventuellement de diversifier les cultures qu'ils produisent ou encore avoir accès à de nouveaux canaux de distribution, ce qui pourrait leur permettre de se développer. Et enfin, puisque c'est le cas actuellement, l'idée d'offrir de l'entreposage, c'est aussi d'éviter du gaspillage alimentaire parce que malheureusement, c'est ce qui est constaté sur place par manque d'espace, entre autres.
Et d'un point de vue approvisionnement, l'intérêt d'avoir un pôle logistique qui permette un peu la compétitivité de ces producteurs, c'est justement d'avoir accès à une plus grande quantité, mais également une plus grande qualité parce que les produits se conservent mieux, et diversité des produits locaux qui sont produits sur l'île de Montréal. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis en ayant cette relation de proximité assez directe en fait dans les relations, dans les transactions, pouvoir planifier aussi avec eux sur le long terme pour assurer une meilleure adéquation de l'offre et de la demande. Et enfin, optimiser les flux logistiques, et par ça on entend les flux d'informations, les flux de marchandises, voire même optimiser les flux financiers, c'est-à-dire est-ce qu'on peut arriver avec des produits qui sont moins chers parce qu'il y a une meilleure communication, entre autres. Et puis Laura, si vous passez à l'autre slide, merci. Donc, cette étude de faisabilité, elle est en cours. Donc, je vous présente certains des éléments qui nous paraissent pertinents, mais qui vont peut-être encore évoluer. Les critères de succès, comme le présentaient Andréane et Eliane, en fait, il faut quand même trouver un équilibre qui soit intéressant pour tout le monde entre rentabilité financière et mission sociale. On pourra le détailler par la suite si vous le souhaitez, mais c'est une condition qui nous paraît importante. Et bien évidemment, Récolte n'est pas le porteur de projet à terme. Donc, il faut s'assurer que cette étude de faisabilité, elle aboutisse à une appropriation du projet par les producteurs, par les bénéficiaires. Bien évidemment, favoriser cet aspect collaboratif, un pôle alimentaire, c'est un projet qui est collectif et qui permet aussi une collaboration au niveau des utilisateurs. Donc, c'est quand même à favoriser. Et si l'on travaille sur les terres qui appartiennent à la ville de Montréal, qui sont gérées par le service des grands parcs, bien là, il y a des conditions à respecter qui sont les leurs. Pour brièvement vous parler des prochaines étapes, au début du mois d'avril va s'organiser un atelier collectif justement avec ces producteurs qui sont sur cette zone de l'ouest de l'île, qui inclut l'île Bizarre d'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur la carte, et le service des grands parcs, qui va viser à valider les besoins que l'on a entendus et également voir quels sont les scénarios souhaitables en fait pour ce pôle. En parallèle, bien sûr, il va y avoir une finalisation de cette étude de faisabilité avec une présentation à diverses parties prenantes et par la suite des prochaines étapes qui restent à élaborer. On a déjà certaines idées, mais qui, on l'espère, se fera en collaboration avec les utilisateurs futurs du pôle qui seraient principalement les producteurs de l'ouest de l'île. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était assez bref, mais je pense qu'il y a d'autres choses à discuter. Donc, je repasse la parole à Erika, je pense. Oui, merci beaucoup, Julie. Je sais que c'est tout un exercice d'essayer de tout présenter ça en quelques minutes seulement. Il y a certainement plein d'aspects qu'on aurait pu approfondir pour essayer de mieux comprendre, mais je vais inviter tout le monde vraiment à exposer les questionnements que vous auriez dans le chat parce qu'on va revenir à vos questions certainement à la fin. On va tout de suite passer à un zoom sur un projet de pôle de quartier, soit ce qui se passe au niveau de Verdun. Donc, on a Sarah Adjou, qui est agente de concertation pour la concertation et développement social de Verdun, qui va nous préparer un peu ce qui est en train de se planifier du côté du quartier de Verdun. Sarah, merci d'être là. La parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente de venir vous parler de ce qu'on fait à Verdun à l'heure actuelle. Déjà, je vais peut-être expliquer très rapidement c'est quoi mon travail. En tant qu'agent de concertation, ce que je fais, c'est animer des processus collectifs. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est avant tout l'histoire d'un travail collaboratif qui a mené à l'élaboration de cet espace alimentaire de quartier, de ce projet d'espace alimentaire de quartier. Pour commencer, je vais juste retourner en 2016, donc pour expliquer un peu l'origine de ce projet-là. En 2016, on terminait notre planification de quartier. Une planification de quartier, c'est un processus qui peut être
court ou long. Nous, ça nous avait pris 2 ans pour prioriser les enjeux à travailler pour les 5 années suivantes. Donc, on arrive justement à la fin. On est arrivé à la fin de cette planification après 5 ans. C'est un processus qui nous a mené à constater certaines choses en ce qui est trait à l'accès à l'alimentation pour le quartier de Verdun. Donc, tout d'abord que Verdun est chanceux. On a une vingtaine d'organismes qui travaillent à réduire l'insécurité alimentaire dans le quartier. Par contre, la majorité de ces 20 organismes-là, ce n'est pas leur mandat principal. Donc, par exemple, le Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun accueille des gens qui ont des problématiques au niveau de l'employabilité, mais souvent, ça va être une population qui peut aussi vivre des défis en ce qui est trait à l'accès à l'alimentation. Donc, vont faire du dépannage alimentaire, même si ce n'est pas dans leur mission, même s'ils n'ont pas nécessairement l'équipement qu'une banque alimentaire pourrait avoir ou l'espace dédié pour ça. Autre chose, on a réalisé que ces 20 organismes-là, on le savait déjà un peu, mais on l'a confirmé que ces 20 organismes-là ne se concertaient que très peu. Donc, ne se parlaient pas beaucoup et ne travaillaient pas nécessairement les enjeux du quartier ensemble. Ensuite, on a aussi identifié des manques. Donc, tout d'abord, au niveau de l'approvisionnement des organismes, donc soit pas suffisant ou beaucoup de travail pour aller s'approvisionner à Moisson Montréal quand c'est pas la mission principale de l'organisme. Et on n'avait pas de source d'approvisionnement local. Ensuite, il y avait des déserts alimentaires à Verdun, il y en a encore, mais c'était un enjeu qu'on devait travailler. Puis, les horaires des banques alimentaires qui ne reflétaient pas nécessairement l'ensemble des besoins pour la population verdunoise. Donc, ça, je vais juste faire un petit lien avec le fait que l'accès à l'alimentation partout à Montréal, à Verdun, je le connais davantage, mais je sais que c'est partout à Montréal, a été très impacté par la gentrification. Donc, les citoyens du quartier ont peut-être plus de difficultés à payer leur loyer, puis ça a un impact sur l'accès à l'alimentation parce que souvent, dans un budget, on va prioriser son toit. Puis, l'offre alimentaire est devenue plus haut de gamme aussi dans le quartier pour répondre à la demande des nouvelles familles qui se sont installées. Et finalement, ça a créé une perte de lieux communs. Donc, les petits cafés de quartier que c'est pas très cher, que tout le monde y avait accès, ont fermé un après l'autre aussi à cause de l'augmentation des loyers. Voilà. Donc là, je vais commencer à vous parler plus de comment on est arrivé à ce projet-là. Je veux mentionner le projet Impact Collectif qui a été vraiment un facteur de succès pour nous. Puis, la raison pourquoi je souhaite en parler, c'est qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, en fait, dans l'élaboration de ce genre de projet-là, les ressources nécessaires pour la période de la phase d'idéation. Donc, vraiment bien planifier le projet, faire la recherche autour, ça demande des ressources humaines. Puis, le projet Impact Collectif nous a permis de financer toutes les étapes, dans le fond, qui ont mené à la conception de ce projet-là, qui nous ont emmenés ici. Ça a été un facteur mobilisant aussi parce qu'on a pu investir dans le quartier pour que tout le monde se rassemble et réfléchisse à des solutions ensemble. La première étape, quand on a commencé avec le projet Impact Collectif, ça a été de faire un portrait plus précis de la situation. Et ça, c'est une démarche qui nous a permis vraiment d'aller identifier, je dirais, 3 catégories d'objectifs. Premièrement, la nécessité pour le quartier de développer une alternative au dépannage alimentaire qui irait compléter les angles morts de notre système alimentaire local, autant au niveau des commerces que des organismes communautaires. Ensuite, organiser l'approvisionnement mieux, de façon plus efficace. Donc, par exemple, une grosse banque alimentaire du quartier a reçu un financement pour acheter un camion, puis a commencé à faire des collectes à Moisson Montréal avec pour d'autres organismes qui étaient plus petits, développer une source d'approvisionnement local, puis développer la concertation des acteurs en sécurité alimentaire du milieu. C'est toutes ces réflexions-là qui nous ont amenés à prendre la décision de créer un espace alimentaire de quartier. Donc là, on peut passer à la prochaine slide. Merci. Donc là, je vais vous parler de l'espace, dont on va lui trouver un nom bientôt. En passant, ce n'est pas le nom définitif, l'espace. La façon dont l'espace a été conçu, c'est avant tout pour avoir un impact sur l'accès à l'alimentation dans le quartier. Donc, les populations en situation de vulnérabilité sont vraiment au cœur de notre mission. En ce sens, on souhaite aussi supporter les organismes qui offrent ce genre de services-là, surtout en ce qui est trait à leur approvisionnement, puis au traitement des aliments avant leur distribution.
L'un des 3 volets du lieu, c'est donc d'avoir un espace de tri et d'entreposage collectif qui pourrait supporter les organismes qui en ont besoin. Donc, augmenter la capacité du quartier à recevoir les aliments puis à les traiter. L'épicerie solidaire, c'est un des éléments centraux aussi de ce projet-là. Donc, ça, c'est vraiment pour augmenter l'accès à l'alimentation, puis donner accès à des aliments dans la dignité. Donc, le processus d'une personne qui vient à l'épicerie, c'est vraiment similaire à une épicerie traditionnelle, mais le prix est plus bas. Puis, on va focuser aussi sur la convivialité du lieu. Donc, j'ai parlé un peu de la perte de lieu commun. On ne souhaite pas que ce soit comme une épicerie normale. Ou, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais l'épicerie, je fais ça vite. Je n'ai pas nécessairement envie de m'arrêter prendre un café là avec ma bouffe. Non, on va créer un petit coin café, puis s'assurer que les gens qui viennent se sentent bien et puissent aussi poser des questions sur d'autres ressources qui existent dans le quartier qui pourraient venir les aider. Ensuite, l'épicerie va être approvisionnée par un circuit d'approvisionnement local. C'est un volet qui est déjà en marche, donc on l'a déjà testé et maintenant c'est très fonctionnel. Donc très rapidement, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un partenariat avec de nombreux commerces dans le quartier, mais aussi maintenant des institutions de la santé, puis des organismes communautaires qui eux aussi ont des pertes. Donc on parlait un peu plus tôt dans la première présentation de l'approvisionnement qui peut être basé sur les invendus dans un quartier, c'est le cas pour nous. Donc, la première année, on a fait un projet pilote avec 3 commerces pour évaluer nos façons de fonctionner, avec un organisme qui s'occupe de la coordination du circuit, puis 2 organismes à ce moment-là qui s'occupaient du tri et de la transformation. D'ailleurs, je sais qu'un d'entre eux est ici aujourd'hui. Donc, beaucoup de travail, merci beaucoup. Ces organismes reçoivent les denrées et procèdent à leur tri, à leur transformation, ensuite leur distribution, soit via leur propre service de dépannage alimentaire ou maintenant à d'autres organismes. Aujourd'hui, on collecte environ 500 kg de denrées par semaine, puis on n'a pas atteint encore le plein potentiel de Verdun en ce qui a trait à l'approvisionnement local. Voilà. Donc, éventuellement, l'objectif, c'est que ce circuit soit coordonné par l'espace alimentaire de quartier, puis tout en continuant la collaboration avec les organismes qui peuvent procéder à la transformation et au tri, puis qu'une partie de ces aliments-là servent à être transformés puis distribués via l'épicerie solidaire sous la forme de repas préparés. Les aliments qui sont collectés, qui peuvent être consommés, vont être distribués tout de suite, mais les autres sont transformés, puis on fait des repas et on les distribue. Donc, on peut aller à l'autre. Donc, les prochaines étapes, il me reste 1 minute et demie, je vais aller vite. Le projet est pas mal monté. Donc, on sait comment ça va fonctionner, on sait comment on veut intégrer l'épicerie dans tout ça. Par contre, il reste certaines décisions. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment un projet collectif qui s'est basé vraiment sur l'intelligence collective du quartier. Donc, les décisions vont être prises de façon collective. On va présenter ce printemps le projet au quartier de façon plus officielle, puis on va leur demander de nous aider à prendre une décision en ce qui a trait à la forme juridique. Donc, est-ce qu'on souhaite avoir une coopérative de solidarité? Est-ce qu'on souhaite avoir un nouvel organisme communautaire ou est-ce qu'un organisme aimerait reprendre le projet et le porter? Donc, c'est des décisions qu'on va devoir prendre. On va peut-être pouvoir choisir le nom aussi, tous ensemble. Suite à ça, une fois que ces décisions-là vont être prises, on va pouvoir vraiment s'activer au niveau de la recherche de financement. Comme ça a été mentionné plus tôt, c'est le genre de projet qui demande un bon financement au démarrage. C'est beaucoup de sous qui sont investis dans les infrastructures. On a besoin d'avoir un minimum de 2 ressources humaines qui vont pouvoir s'occuper de coordonner et de faire fonctionner cet espace-là. Puis, pour que ça voie le jour, même si on a des sous, si on n'a pas de local, ça ne fonctionnera pas. Donc, la recherche d'un local, c'est une étape importante, puis c'est probablement notre plus grand défi. On emmène une partie de une petite solution peut-être à la gentrification, mais c'est une réalité qui a un impact aussi sur nous puis la réussite de notre projet. Les locaux à Verdun sont extrêmement chers. Donc, une des choses qu'on fait déjà, c'est de parler de ce projet-là partout, puis d'aller se trouver des alliés, des yeux aussi dans le quartier qui peuvent nous informer quand il y a une opportunité. C'est vraiment pas à sous-estimer, c'est extrêmement important comme étape. En attendant d'avoir un local, cet été, on a décidé d'expérimenter dans l'espace public, puis de
montrer au quartier un peu ce qu'on souhaite faire avec le volet épicerie, plus précisément les aliments qu'on récolte via le circuit. Donc, une fois par mois, durant la saison estivale, on va faire une épicerie éphémère dans l'espace public. On va inviter les clientèles des organismes communautaires à venir nous rencontrer, à obtenir des repas préparés à faible coût ou pas cher, ou gratuit. On est encore en train de déterminer comment ça va fonctionner exactement. Puis, on va pouvoir à ce moment-là parler du projet, peut-être les consulter encore davantage pour que ça réponde encore mieux à leurs besoins, parler du projet à n'importe qui va passer par l'espace, que ce soit une personne en situation de vulnérabilité ou un citoyen d'aide humaine. Puis, finalement, on va tenter de pérenniser le circuit court, que l'espace voit le jour cette année ou non. On est dans la dernière année du projet Impact Collectif et c'est probablement une des réussites concrètes les plus importantes pour le quartier qui a émergé de toute cette réflexion-là, de tout ce travail-là. Les denrées qu'on récolte via le circuit sont venues vraiment supporter l'effort durant la dernière année avec la demande qui a augmenté à cause de la crise sanitaire. Puis, on voit que c'était non seulement c'était nécessaire de mettre sur pied ce genre de ressources-là à l'ENA. Donc, voilà. Merveilleux, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Maintenant, ça va, c'est tellement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas facile de parler de autant de sujets en même temps. Puis, tu as mentionné la recherche d'un local qui est le plus grand défi, puis on en a parlé au dernier webinaire aussi pour les centres alimentaires communautaires. En général, c'est vraiment le clou du spectacle, finalement, là, d'avoir accès à un local toutes les initiatives communautaires au final, mais en alimentation, ça revient bien sûr. Puis il va falloir certainement creuser la question. Je sais que la CMPQ et Centraide vont collaborer pour une initiative qui va dans ce sens-là. Il va falloir que je contacte mes collègues pour mieux la connaître et mieux vous en parler. Mais s'il y a quelqu'un qui est à l'aise pour la nommer puis nous en jaser un peu, justement, on va rentrer dans le volet plus participatif du webinaire sans plus attendre. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais vous pourrez certainement en profiter de ce moment-là pour poser vos questions. Donc, le but là, du webinaire, c'était de comprendre où est-ce qu'on en est par rapport au pôle alimentaire, qu'est-ce qui se développe. Puis on sait que, là, on vous en a présenté 2 projets, mais on sait qu'il y a plusieurs quartiers, en fait, qui ont l'alimentation comme un enjeu principal, qui ont décidé que l'alimentation était un enjeu prioritaire à traiter, et donc ont des projets entre autres, de pôle logistique alimentaire. Donc, on va passer à l'autre slide. Et puis, on va vous... je vous ai déjà à l'inscription. J'ai demandé à tout le monde, travaillez-vous actuellement sur un projet de pôle logistique alimentaire? Puis on a plusieurs quartiers qui ont répondu positivement. Donc, tous les quartiers que vous voyez là sont des quartiers qui ont dit oui, nous, on travaille. Puis, j'ai pas mis nos collègues de Québec, mais il y a plusieurs quartiers actuellement qui travaillent sur qui peut être un pôle logistique alimentaire. Puis, comme on l'a vu avec la chaire de recherche, c'est un concept qui est assez extensible, donc il va falloir des fois il y a certaines particularités, là, certainement, qui sont mises de l'avant dans certains quartiers, comme notre collègue Tonia Maury tout à l'heure, qui l'a mentionné dans le chat, que du côté de Rosemont, ce serait possiblement un pôle mobile. On pourra y revenir parce que c'est super intéressant comme approche. Puis j'ai aussi posé la question, quels avantages voyez-vous au déploiement de pôles logistiques alimentaires à Montréal? Donc, plusieurs mots-clés qui reviennent, mais c'est vraiment, on voit que la collaboration, la synergie, la mutualisation, l'efficience, on le voit meilleur. C'est toujours, c'est dans le but de mieux faire ensemble qu'on comprend bien que ces pôles-là sont développés puis mis en place. Fait que là, vous voyez, il y a 4 questions qu'on voudrait vous poser par rapport au pôle. Donc, on veut savoir quel quartier à Montréal travaille activement parce qu'on a le petit nuage de mots qu'il y a là, mais on sait qu'il y en a d'autres aussi. On veut savoir quelles compétences ou ressources qui pourraient être rendues disponibles par une possible communauté de pratique sur le sujet. Donc, ce serait quoi les éléments? Tu sais, on le voit bien.
On a mentionné l'accès aux locaux, donc des ressources qui sont en lien avec ça. On a mentionné, il y a plein d'enjeux finalement qui sont communs aux gens qui travaillent sur ce genre de projet-là. Donc, qu'est-ce qui peut être rendu disponible, puis quel sujet on peut approfondir peut-être pour renforcer vos capacités et compétences sur la chose. Une autre question, ce serait comment faire en sorte de rester connectés ensemble pour renforcer les échanges entre les personnes qui travaillent sur les pôles. Donc, une question comme ça, si vous avez des idées, des suggestions. Puis, comment assurer la pérennisation financière des projets de pôle logistique alimentaire. Puis, il y a un petit lien, un sondage de récolte sur les pôles qui sont actifs. Donc, toute personne qui veut répondre à la première question, ce sondage-là, on va vous le renvoyer, on va le mettre dans le chat. Puis, vous pourrez donc y répondre, mais je vous suggère de profiter du moment qu'on a ensemble pour ne pas répondre à ce sondage et plus en jaser entre nous. On va vous mettre le lien dans quelques minutes. Puis, dans le fond, je vais commencer en lançant la question que Judith a posée un peu plus tôt, qui est liée à la question « Comment assurer la pérennisation financière des projets de pôle logistique alimentaire ». Donc, Judith posait la question. Est-ce que les pôles alimentaires étudiés avaient différents types de statuts juridiques en référant à la recherche de la chaire de recherche? Et puis, est-ce que le choix du statut juridique peut être un facteur de pérennisation? Donc, évidemment, j'interpelle nos collègues Eliane et Andréane sur la question, mais toutes les réponses, même les gens dans le public, vous êtes invités à répondre. Je ne sais pas si Eliane ou Andréane, vous êtes à l'aise d'aborder le sujet pour commencer à répondre à la question. Comme on a montré dans la présentation, il y avait plusieurs, il y avait plusieurs formes juridiques, là, dont principalement OBNL, Coop, puis il y avait même aussi des organismes à but lucratif, là, parce que vu qu'il y avait beaucoup de cas aux États-Unis, ils ont un modèle qu'on n'a pas ici, là, LLC, je crois, qui est comme pas exactement une entreprise comme nous, on l'entend, mais qui n'est pas non plus à but non lucratif. Donc, en tout cas, c'est un peu un flou. Mais à savoir si, par exemple, les échecs et si on a lié des échecs à des modèles, je ne sais pas, Andréane, si ça te revient de ce que tu as lu. Non, c'est ça. Il n'y avait pas d'article qui faisait vraiment le lien entre le statut juridique et la pérennisation des pôles alimentaires, malheureusement. Ça aurait été intéressant, par contre, mais non. Mais là, il y a un peu le TIES qui réfléchit à cette question-là en ce moment avec le projet territoire nourricier. Là. Puis c'est sûr que c'est pas seulement pour des pôles alimentaires, mais c'est comme au-delà. Est-ce que les différents modèles d'initiatives en économie sociale alimentaire, est-ce que les modèles nous informent sur leur pérennisation? Puis c'est une autre question que nous, on va se poser par rapport à comment l'évaluation qu'on intègre dans un projet peut avoir un impact aussi sur la pérennisation. Fait que je pense que la pérennisation, c'est un gros sujet, puis c'est vraiment intéressant de continuer à poursuivre les recherches là-dessus. Mais c'est vraiment dur de trouver des réponses. En tout cas, dans la littérature, c'est vraiment difficile. Super. On a Jean-Philippe de Saint-Honor qui pose la question. Puis là, ça se peut que, si vous voulez prendre la parole pour expliquer vos questions, puis même, ça se peut que je vous invite à la poser vous-même. Mais il demande, est-ce que la production d'un cahier de charge est un projet? Puis, j'avoue que je ne suis pas certaine de pouvoir répondre. Est-ce qu'on parle de comme... Je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu veux expliquer ta question, parce que je ne suis pas certaine de saisir à qui elle s'adresse et dans quel objectif parce que c'est peut-être, si je comprends bien, ça serait peut-être pour renforcer les compétences des personnes, mais étant donné qu'un pôle peut tellement prendre différentes formes, est-ce qu'un cahier de charge serait possible? Bien, c'est juste que c'est très intéressant, là, les revues de littérature sur ce qui a été fait, mais concrètement, on fait ça comment? Là? Je veux dire, bon, l'expérience de Verdun est particulièrement intéressante. J'imagine que quelque chose va produire de ça, notamment parce que ça s'inscrit dans les financements PIC. Mais dans le cas des deux premières présentations, c'était très intéressant, mais ça restait une analyse de ce que les autres ont fait. Nous, de quelle manière on peut amorcer les choses
c'est quoi un calendrier de travail, vers quoi on pourrait s'orienter. Oui, ça peut avoir plusieurs formes, mais il y a quand même des tendances lourdes, là. Donc, c'est un peu ça. De quelle manière on pourrait commencer? Parce que penser la pérennisation aussi, c'est être capable de financer ça, parce que d'actuellement, on vit tout de projets, là. Donc des projets d'1 an, 2 ans, 3 ans. C'est difficile de penser à des investissements d'infrastructures avec les budgets qu'on a actuellement. Donc, un cahier de charges nous donnerait peut-être des étapes, des orientations à privilégier, puis un budget de démarrage, là, si on peut dire. Super. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis ça fait partie, c'est vraiment exactement le genre de suggestion qu'on prend en bonne note pour justement la suite des choses. Ça pourrait être un outil à développer qui pourrait être intéressant. On a Tonia qui lève la main. Je t'invite à prendre la parole. En fait, on le sait, c'est le nerf de la guerre de pouvoir continuer à financer ce type d'initiative. Moi, j'ai vu que c'était surtout des demandes de subventions, des subventions par projet qui étaient possibles, mais ce que nous, on travaille, c'est trouver vraiment un modèle économique. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir nous rapporter des revenus autonomes pour pouvoir permettre à ce qu'on ait aussi une flexibilité, parce que quand on est financé par projet ou peu importe, on doit rentrer dans des cases. Puis nécessairement, le modèle que nous, on développe, dans le fond, on est déjà actif. On a déjà notre pôle qu'on appelle le plan parce qu'on a ajouté nutrition à la fin. Donc, c'est le pôle logistique alimentaire et nutrition. Notre objectif est vraiment de s'assurer que les gens puissent bien manger. Donc, c'est pour ça qu'on ajoutait ce dernier mot-là. Donc, on l'appelle le plan. Mais on travaille vraiment à développer un modèle économique et à inclure également pas juste les besoins en sécurité alimentaire, mais également à inclure dans l'offre de services qu'on fait la communauté en général. Donc, les citoyens qui sont vraiment sensibles justement à l'environnement, qui sont sensibles au gaspillage alimentaire, qui sont sensibles à ces dynamiques-là pour pouvoir les amener. Le test qu'on a fait, qu'on vient de réaliser justement au mois de février, qui s'est avéré super concluant. Mais si vous me permettez, je vais juste vous dire, dans le fond, nous, ce qu'on a mis en place cette année, donc ça fait 1 an qu'on roule, on visait à s'assurer de trouver une solution à l'insécurité alimentaire dans notre quartier et dans l'Est aussi de Montréal et à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, pour nous, ça, c'était comme le point de départ. Et l'objectif était nécessairement de s'assurer que ce qu'on allait chercher en approvisionnement, en invendus, et de surplus du marché allait se rendre justement dans les organismes et dans toutes sortes d'initiatives communautaires. Maintenant, on s'est retrouvé un peu avec, puis on travaille avec une formule de juste à temps. Donc, on parle de différents camions qui sont les lieux d'entreposage. Et quand on parle de juste à temps, ça veut dire que la marchandise arrive, il y a un tri qui se fait, puis il y a une redistribution qui se fait également. Donc, si je reviens avec le défi que nous avons rencontré, dans lequel on trouve une solution maintenant qui nous amène ce modèle économique, c'est effectivement notre approvisionnement est limité du fait qu'on ne veut pas s'approvisionner puis finir au compost. Donc, on cherchait une façon, c'est sûr qu'on fait de la transformation de repas, mais c'est très demandant, puis ça répond pas tout le temps à la diversité, disons, des communautés qu'on dessert. Et on a mis en place les boîtes de bouffe qui sont des boîtes de prêt à cuisiner. Donc, on s'est inspiré des modèles qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire de boîtes, on fait des recettes, on met ensemble des aliments qui sont soit congelés ou également distribués frais et qui s'adressent aux personnes qui sont en difficulté économique, mais également aux consommateurs qui ont un intérêt. Donc, petit projet pilote qu'on a fait à type de campagne de levée de fonds, si vous voulez, nous, on voulait tester s'il y avait un marché pour ça, eh bien, ça fonctionne bien. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a atteint nos objectifs, on a peut-être même dépassé, fait que ça fonctionne, puis c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Donc, l'idée, c'est surtout, vous allez vouloir mettre un pôle en place. Nous, on fonctionne beaucoup mutualisation de ressources, mutualisation d'espace, ça, c'est la phase 1. C'est sûr qu'on veut un entrepôt à la phase 2, on ne s'en sort pas l'année prochaine, puis l'année suivante, c'est ça qu'on travaille maintenant à mettre ça en place et en collaboration avec les organismes dans le quartier et dans l'Est. Mais il faut d'ores et déjà que vous pensiez à votre modèle économique. Donc, nécessairement, ce qu'on s'était dit, c'est si on a des espaces réfrigérés, on pourrait les mutualiser. Mais quand on parle de mutualisation, on dit on partage des coûts, on peut les louer. Mais je pense à ce stade-ci, je ne sais pas si c'est la solution qui permet justement de pouvoir financer le modèle au complet. Donc, je vous invite, si vous travaillez à votre propre pôle, toujours à avoir en tête à un modèle, je veux dire, ça peut être une OBNL, c'est pas
c'est pas ça le défi, mais d'avoir quelque chose qui puisse se vendre et qui puisse attirer la communauté en général, la collectivité, puis les citoyens. Fait que ça, c'est vraiment c'est mon commentaire. Merci beaucoup, Tonia, pour ton commentaire qui est vraiment pertinent puis qui, effectivement, là, d'assurer une viabilité économique, c'est à penser dès le départ. On a, pour revenir sur la question des espaces, on a Joachim de la CMTQ, de la Coalition montréalaise des tables de quartier, qui nous exprime qu'ils sont en train de travailler sur la question des locaux communautaires, puis qu'il y a une chargée de projet au comité régional qui s'intéresse à la question. Il va y avoir une série d'ateliers qui vont être lancés bientôt pour aider les organismes vers les grandes étapes pour l'acquisition et le développement de projets de locaux. Donc, certainement qu'on va être intéressé à participer et à connaître davantage sur ces initiatives-là pour pouvoir encore plus les diffuser au sein de tout l'écosystème de la sécurité alimentaire à Montréal. C'est vraiment super que vous travaillez sur ça. Il y a Chloé de la coop de Place Commune qui demande quel rôle peut être porté par les organismes administratifs locaux. Les tables de concertation, la mairie, sont les orientations de la Ville de Montréal ou comment les intégrer dans la démarche? C'est une excellente question. Puis on se la pose souvent aussi. Moi, présentement, je travaille aussi pour un prochain webinaire sur l'agriculture urbaine. Puis des orientations ou une démarche locale, puis comme à rimer ça avec l'arrondissement. Je ne sais pas si on a quelqu'un qui a une expérience un peu, ou est-ce que les organismes administratifs locaux sont... Bien, il y a certainement plein de cas où il faut travailler certainement main dans la main avec des organismes administratifs locaux pour juste ces questions politiques. Il y a Mme Anna Gloria qui avait la main levée, je pense. Ou peut-être que j'ai halluciné. Oui. Bonjour, mon nom c'est Anna Gloria Blanche, à Verdun. Je pense que les choses très importantes, non seulement à Verdun et Île-de-Son, mais à tous les arrondissements, c'est de travailler ensemble avec une problématique grave concernant l'alimentation et encore plus avec une pandémie. Je pense que les projets de Verdun concernant l'alimentation, que c'est Younes Dawson, la Maison de Parlement, et le CAOS, où est-ce qu'il vient pour toutes les tri, les choses qui devraient aller pour le plan et tout ça, la CDSB de Verdun, et grâce aussi à les subventions, c'est très important de voir que avant, c'est chaque organisme qui va faire la subvention. Et maintenant, une grande chose qui passait à Verdun, c'est que les collectifs, c'est l'arrondissement. C'est sûr que Moisson Montréal nous aidait beaucoup à faire toutes les démarches. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que le directeur de Moisson Montréal il fait pour nous donner toutes les choses vraiment bien, okay? Les commerces, la donation et les subventions. Je pense qu'une des choses que nous devrons faire, c'est vraiment de travailler en collectif, à aller chercher des autres organismes, de venir à travailler ensemble. Je pense que la COVID-19 nous a donné cette chose. Et c'est sûr que chaque arrondissement, et je vois beaucoup de gens que je ne connaissais pas, mais c'est des gens que je connais, que c'est sûr que nous sommes ici pour faire ce défi et continuer les choses que nous faisons ensemble. Et c'est sûr qu'il manque de subventions, il manque de choses, mais de temps en temps, nous va arriver à le défi. Merci, Mme Anna Gloria. C'est super de se rappeler que, effectivement, la pandémie nous a donné le souffle pour vraiment encore plus collaborer puis travailler ensemble. On s'est fait mettre la crise en pleine face. Puis, au niveau de la sécurité alimentaire, les besoins augmentent. Moisson de Montréal travaille fort. Puis, tous les quartiers se sont vraiment mobilisés ensemble. On l'a vu à l'échelle de Montréal. Puis il y a eu justement des liens avec les arrondissements. Puis là, je vois que le temps file et qu'à ce niveau, Sarah, avec un petit input à donner. Donc, Sarah, puis après Laura, puis après, je vais devoir conclure, sinon nous allons trop dépasser notre temps. Donc, Sarah.
Oui, dans le fond, je vais peut-être renchérir sur ce qu'Anna Gloria a dit, puis plus spécifiquement à comment les tables de quartier, arrondissements, institutions peuvent s'impliquer dans ce genre de démarches-là. La première chose, c'est que pour les tables de quartier, la façon va être différente de celle de Verdun. Je pense que chaque table de quartier a son propre mode de fonctionnement, mais habituellement vont animer des démarches collectives, donc vont pouvoir être impliqués sur ce genre de projet-là. À partir du moment où c'est un besoin dans le quartier, puis c'est plusieurs organismes, organisations qui veulent travailler ensemble, l'arrondissement est présent sur notre comité. Un employé de l'arrondissement participe aux réflexions, puis une organisatrice communautaire du CIUS aussi. Donc, on essaie vraiment de... L'objectif avec ce genre de projet-là, selon moi, c'est de l'axer vraiment sur le contexte du lieu dans lequel il est, dépendamment de s'il y a beaucoup d'agriculture ou pas beaucoup, puis c'est plutôt les commerces, les besoins des citoyens. Puis je pense que c'est vraiment toutes ces instances-là, ces organismes-là, ces organisations-là qui savent, dans le fond, c'est quoi les besoins sur le terrain. Donc, oui, c'est une bonne idée de rassembler tout le monde pour ce genre de travail. Puis il y a Laura qui avait un petit commentaire aussi. Oui, mais je pense que c'est juste de répondre aux questions de Jean-Philippe, mais aussi à comment est-ce qu'on peut peut-être mieux travailler ensemble aussi les autres qui accompagnent les projets tels quels. Mais il y a un volet de leçons apprises sous le Salim aussi qui souhaite créer ces guides-là basés sur les apprentissages. C'est ce qu'on avait regardé aussi avec la chaire. Il y a beaucoup d'organisations aux États-Unis qui font bien ce captage-là des leçons apprises. Alors nous aussi, on le souhaite faire pendant les prochaines années. Et c'est peut-être là aussi que question comment les municipalités puis d'autres acteurs de ressources et de soutien dans les quartiers, peut-être qu'on pourrait avoir avec le système aussi autour des tables aussi, de voir comment est-ce qu'on peut se rencontrer pour justement faire ces échanges puis ensemble créer ces guides-là pour qu'on puisse les passer aussi d'autres organisations parce qu'un des grands apprentissages nous aussi qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui sont plutôt tacites en ce moment auprès des organisations qui ont fait des essais et erreurs à essayer de monter ces futurs programmes-là, qui ne sont pas nécessairement captés et centralisés pour pouvoir passer ça et se bâtir là-dessus. Alors, on a cet objectif qui est content de travailler avec n'importe qui au cours de la table, de voir comment est-ce qu'on peut justement les capter, les vulgariser, puis les passer à d'autres, les aider dans le montage de leur projet. Excellent. Ben oui, on veut certainement, ça va dans le sens de Mme Anna Gloria de travailler ensemble. Ça se fait au niveau local, ça se fait au niveau régional. Donc, les propositions sont excellentes pour qu'on capte tous ces apprentissages-là, qu'on les rassemble. C'est un peu le but de l'Espace Cuisine, puis ça se fait, on ne peut pas le faire sans la collaboration finalement de tout le monde. Donc, c'est super de mettre un plaisir. Il y a plusieurs, là, il faut que je termine, sinon je prends trop de votre temps. Mais il y a plusieurs ressources pour aller plus loin qu'on va vous rendre disponibles, qu'on a mis dans la présentation, puis qui pourraient être affichées, mais vous allez recevoir la présentation avec les liens vers les freins et leviers du déploiement des pôles alimentaires qui a été développé par la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM. Il y a 7 bonnes pratiques pour créer un pôle alimentaire qui a été fait par Récolte. Il y a la logistique alimentaire, merci beaucoup, en circuit court qui a été faite par École, puis les ingrédients d'une communauté nourricière de Vivre en Ville, qui est aussi une petite vidéo super fun à partager sur vos réseaux puis à explorer avec vos partenaires. Donc ça va être rendu disponible dans la documentation qu'on va vous partager. Donc, on va dans l'autre diapositive. Moi, je voulais vous remercier vraiment pour votre participation. Il y a un prochain webinaire qu'on est en train de travailler activement sur les indicateurs de suivi en agriculture urbaine. Si vous êtes activement impliqué et que vous utilisez des indicateurs et que vous voudriez en savoir plus, mais même peut-être participer au panel vraiment sur ça, je vous invite à prendre contact avec moi au salem@montrealmetropolensanté.ca. Il y a un super webinaire qui s'en vient. Ça va être, on a confirmé la date, c'est le 11 mai, sur les résultats de l'étude parcours, les premiers résultats de l'étude parcours avec, qui est composé notamment avec le CRESP et le CASSIS, que Geneviève Mercier, entre autres, est en train de le faire. Donc, ça va être vraiment un merveilleux webinaire le 11 mai. On va rendre tous ces webinaires-là disponibles sur la page de l'Espace Cuisine
que vous allez recevoir par courriel. Puis je vous invite à évaluer le webinaire pour qu'on s'améliore à chaque fois. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez des outils à partager, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire, je suis là pour ça. Oui, le 11 mai, ça va être toujours à la même heure, donc à 10h30. D'ailleurs, l'invitation à vous inscrire va être envoyée très, très prochainement. Donc, voilà, je vous remercie vraiment pour votre participation, puis votre collaboration, puis tout le travail que vous faites pour la sécurité alimentaire. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver dans ces webinaires-là, puis de vous écouter. On n'a jamais assez de temps pour échanger, mais on peut le faire en dehors des webinaires aussi, puis pour continuer à construire une meilleure sécurité alimentaire à Montréal. Donc, merci. Je vous souhaite un excellent printemps et beaucoup de résilience à tout le monde.